Bonjour, alors, nous sommes de retour de la pause. J'ai d'ici seulement la vue sur les conférenciers, donc j'espère que tout le monde a eu le temps d'aller se chercher, café, thé, et cetera, différemment dépendamment des moments de la journée où nous sommes tous et toutes rendus. Donc d'abord, je répète, le plaisir qu'a mentionné Louis et quelques intervenants de participer à cet événement-là, de réaliser à quel point ça rassemble, beaucoup de personnes, beaucoup de travailleurs de la culture, entre autres, d'ici, du Québec donc et d'ailleurs. Pour poursuivre la discussion, sur la médiation culturelle et les formats numériques, j'anime cette deuxième table ronde où participent, je vous présente donc d'abord les participants, où participent Irina Kirchberg, qui est musicologue et sociologue, professeure invitée à l'Université de Montréal où elle co-dirige un programme en médiation de la musique. Bertrand Gervais, pardon, qui est professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et qui est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques. Je les laisserai se présenter davantage tour à tour. Charlène Bélanger, qui est au Musée des beaux-arts de Montréal, en charge de la recherche, l'innovation et la médiation numérique, entre autres choses. Et puis finalement, François Brouard et Christelle Paré, je les présente ensemble parce qu'ils présenteront ensemble. Ils sont chercheurs donc à l'Observatoire de l'humour. François Brouard, pour sa part, est aussi professeur à l'Université Carleton et en charge du groupe de recherche sur l'industrie de l'humour, le GRI. Christelle, de son côté, enseigne à l'École nationale de l'humour ainsi qu'à l'Université d'Ottawa. Donc ça, c'est la présentation générale des intervenants de la table ronde numéro 2. Je vais faire comme Louis, donc je vais rappeler les périodes très trop courtes peut-être qu'elles ont chacune pour présenter. Et puis je donnerai la parole de 7 minutes ou 7 minutes 30. Je vous avertirai quand il vous reste une minute. Je passe donc sans plus tarder la parole à Irina Kirchberg. Euh, je disais sans plus tarder, mais juste, avant de te lancer, Rina, si je peux me permettre, je rappelle aux personnes, présentes, aux personnes qui assistent, donc nous allons procéder de la même manière pour prendre les commentaires et les questions. Il y a le chat général, puis il y a le chat, Q et R pour poser les questions. Donc les panélistes vont présenter tour à tour et puis ensuite on aura une période de questions de la même longueur que tout à l'heure qui fonctionnera de la même façon. Donc, là, vrai pour vrai, sans plus tarder, Irina, je te laisse ouvrir ton micro. Merci beaucoup Anouk. Vous m'entendez bien? Oui? Très bien. Alors, je partage sans plus tarder mon écran également. Merci aux organisatrices, aux organisateurs de cette rencontre, de me donner l'occasion de parler des travaux que je réalise au sein de l'étude partenariale sur la médiation de la musique. Et j'ai choisi, puisqu'on a un temps limité, de répondre de façon systématique aux trois questions préalables que rappelait Louis Jacob tout à l'heure. Première question, est-il trop tôt pour procéder à un état des lieux? On voit depuis ce matin que non, il n'est pas trop tôt. Avec notre équipe, nous avons débuté en 2018 une étude qui vise à comprendre comment se fait la médiation numérique de la musique. Donc, on procède au dénombrement, au dépouillement systématique et à l'étude des dispositifs numériques qui sont rassemblés dans un outil de recommandation en ligne dont vous voyez la capture d'écran ici et vous voyez l'accès au lien au-dessus. On a déjà plus de 250 dispositifs qui sont recensés et analysés. On trouve dans ce corpus des plateformes interactives, des vidéos, des cartographies de styles musicaux, des outils ludiques de composition, des explorations en réalité virtuelle, des guides d'écoute, des balados. Et pour répondre donc aux deux questions suivantes, je vais me concentrer sur 150 de ces dispositifs qui sont construits, qui ont été produits par des organismes de production et de diffusion de répertoires musicaux classiques. Donc, la deuxième question qui nous était adressée, c'est à quoi ressemblent ces dispositifs de médiation de la musique dans ce contexte numérique? Alors, pour être plus précise, on peut se demander si la structure, si l'architecture, la façon dont sont bâtis ces dispositifs, au sens foucaldien du dispositif, favorise la mise en débat, le partage des savoirs, de la décision, qui font aussi partie du projet de la médiation culturelle. Je rappelle que la médiation culturelle vise certes à faciliter l'accessibilité
aux œuvres, mais porte aussi des enjeux politiques. Comme le disent Jean Caunes ou Jean-Marie Lafortune, il s'agit de mettre en place dans des actions de médiation, d'actions donc qui œuvrent au renforcement de la citoyenneté ou qui favorisent la culture de la participation. Joël Zask, qui est philosophe, identifie 3 conditions qui doivent être réunies pour qu'une réelle participation au débat dans la sphère publique puisse avoir lieu. Il s'agit de permettre aux individus de prendre part à l'action, d'apporter leur part à l'action et de recevoir leur part. Alors, que se passe-t-il dans ces dispositifs? Contrairement à ce qui se passe du côté des musées, dont on parlera tout à l'heure, on atteint difficilement l'interactivité, l'expérimentation ou les dispositifs manipulatoires, et on reste très souvent au stade d'une vulgarisation qui est certes très inventive. Enfin, j'ai pris grand plaisir à découvrir tous ces dispositifs, mais qui s'adressent plutôt à des usagers dans une perspective très traditionnelle de diffusion des savoirs plutôt qu'à des participants ou à des contributeurs. 9 dispositifs sur 10 ne permettent qu'une simple consultation. On regarde une vidéo en étant donc inactif. 1 sur 10, simplement, offre une interaction limitée, donc des quiz ou des navigations libres dans du contenu. Aucune ne permettent de contribuer au contenu, de bâtir du commun avec les communautés qui sont interpellées. Et dans 2 tiers des cas, les institutions se prémunissent du fait que les publics puissent apporter leur part en coupant la possibilité de laisser des commentaires ou de dialoguer avec les institutions. Quand cette fonction est tout de même laissée en place, elle se fait par le biais de commentaires Facebook, par exemple, ou de commentaires dans les vidéos YouTube. Elles se font sans relance ou commentaires de la part de l'organisme qui s'exclut complètement du débat. Donc, dans la transposition dans la sphère numérique de la médiation, cette médiation se voit complètement amputée d'une partie de ses objectifs qui étaient, pour paraphraser Serge Chahada, de créer, d'alimenter, de pérenniser ou même de restaurer des espaces et des temps de partage autour des œuvres. Donc, nous sommes dans des modalités assez unidirectionnelles de l'institution vers les usagers et assez prescriptives du savoir. Quelles sont ces connaissances sur les mondes musicaux aussi qui sont communiquées, parce que c'est plutôt le cas là, dans ce qui est une médiation numérique institutionnelle. Je vais me pencher sur donc, le contenu de ces dispositifs. Donc, avec cette 3e question qui nous était adressée, faut-il se réjouir ou au contraire s'inquiéter des transformations en cours qui voient l'usage des dispositifs numériques prendre de l'ampleur dans les institutions? Alors, mes premiers constats, vous le sentez certainement, tendent vers une petite inquiétude, et alors ça s'amplifie lorsque je prends en compte le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que ces dispositifs sont des lieux de production de sens. Si je me concentre par exemple sur la façon dont sont traités les rapports sociaux de sexe dans les dispositifs numériques de médiation de la musique, je peux vous répondre à l'affirmative, oui, il faut grandement s'inquiéter. Et j'ai constaté, là je sors de ma réserve de chercheur avec aberration à quel point les interfaces numériques opèrent dans le milieu de la musique classique, en tout cas, et que j'ai référencé, comme une caisse de résonance qui va amplifier une double ségrégation horizontale, genrée donc horizontale, répartition selon les types d'emploi, et verticale, moindre représentation des femmes au poste de responsabilité. Donc ça amplifie des ségrégations qui sont déjà à l'œuvre dans les mondes musicaux. Dans ces 150 dispositifs, on a recensé 1057 personnages, acteurs, animaux anthropomorphes, voilà, qui étaient présentés à l'écran, seulement 370 de sexe féminin, donc identifiés à partir des accessoires genrés qu'on leur attribue. Ces dispositifs qui ne mettent pas en scène de personnages de sexe féminin sont 2 fois plus nombreux que ceux dans lesquels les personnages de sexe masculin sont absents également. Dans 8 cas sur 10, ce sont des voix off qui narrent les dispositifs, qui en expliquent le fonctionnement, sont des voix off d'hommes. Donc, c'est contre-intuitif puisqu'on sait que le métier de la médiation culturelle est fortement féminisé. Donc, quand il s'agit d'avoir une parole prescriptive, de savoir, ce sont des hommes qui nous exposent tout ça. Donc, la vie musicale est présentée, décryptée, racontée dans des dispositifs numériques de médiation par la voix des hommes. Très récemment, ce n'est pas anecdotique, la Philharmonie de Paris a mis en place ce dispositif en ligne avec Monsieur Onde qui nous fait découvrir la musique, sachant qu'une onde, c'est quand même un nom féminin. Donc, c'est Monsieur Onde qui nous présente les mondes de la musique parce que, j'ai souligné en dessous, c'est quand même un génie de la musique, donc on reproduit l'imaginaire du génie masculin qui était en cours au XIXe siècle. Et quand on navigue dans les plateformes, aucune femme ne sera présentée dans le dispositif, ni comme compositrice, comme vous voyez ici. Le seul personnage de sexe féminin que j'ai rencontré, c'est une fée qui est folle. Merci, bonsoir. Voilà. Donc, ségrégation verticale également, puisque dans le système de représentation qui accompagne la mise en scène des personnages, on véhicule des normes, des valeurs, des représentations sonores et visuelles qui assignent des rôles, des fonctions distinctes aux hommes et aux femmes. Aucune chef d'orchestre n'est présentée dans ce dispositif en action, même quand, dans ce dispositif dont je tairai le nom de l'institution, la personne qui dirige l'orchestre est bien une chef. Dans le dispositif de médiation, ça devient miraculeusement un homme.
Enfin, plus souvent qu'autrement, les femmes mises en scène dans ces dispositifs sont réduites par convergence des éléments visuels et de la narration à l'archétype de la femme objet sexualisée et soumise. À gauche, la seule femme protagoniste de l'histoire qui est relatée dans ce dispositif, une chargée de production qui s'appelle Manon, subit un harcèlement sexuel qui n'est pas dénoncé, hein, on voit là ici, et qui est utilisé comme un ressort comique pour la présentation. À droite, même mécanisme qui redouble image et texte. On présente le synopsis de Don Juan de Mozart. En bas, Don Juan est présenté donc avec des lunettes noires, un sourire éclatant, comme nous le dit le narrateur, le plus grand séducteur de tous les temps. Il faut quand même revenir sur l'histoire de cet opéra où Don Juan tente de violer Anna dès les premières minutes de l'histoire. Et Anna, comment est-elle représentée? Posture suggestive, petit accessoire en dentelle, bouche en cul de poule, clin d'œil. Et le narrateur, donc un homme, nous la présente comme une jeune femme à séduire. C'est quand même assez aberrant, comme je le disais tout à l'heure. Alors qu'on sait, et c'est des musicologues qui ont créé ce dispositif, qu'en 1787, Don Juan était quand même qualifié de dévoyé à punir. Donc, on retrouve dans ces dispositifs des présentations des femmes sur le mode de l'évidence et du naturel qui sont exclus des mondes musicaux et réduites à des archétypes, des stéréotypes sur leur possibilité d'agir dans ce milieu musical. Conclusion. Elena? Ouais, Oui. formidable, on est synchronisés. Conclusion. Je n'ai pas donné ce titre, cette communication de façon anodine, et ça c'est bien de regarder comment les organismes s'adonnent à la médiation de la musique, parce qu'il y a deux significations au terme s'adonner. Première, c'est s'y consacrer pleinement. Il faut reconnaître que les institutions culturelles font un effort incroyable en termes d'engagement financier, temporel, de ressources humaines pour faire ces activités, mais s'adonner, il faut aussi prendre l'effet néfaste, la signification néfaste de ce terme. Quand on s'adonne à la boisson, c'est plutôt mauvais signe. Et donc, je vois bien, ce que je trouve formidable dans cette matinée, c'est qu'on nous laisse le temps d'avoir un moment pour réfléchir justement sur ce qu'on fait quand on s'adonne à la médiation culturelle numérique. Merci beaucoup pour ces 7 minutes 35.